Et là, on passe à la deuxième partie de notre conférence de ce soir, à savoir, dans le cadre de la procédure de recrutement, quelles sont les règles de la non-discrimination. Ce sont juste quelques règles que je vais évoquer avec vous. Dépenses, comme je dis, pas bêtes, parce que la procédure de recrutement est basée bien sûr sur une base qui est une base de communication, une base, mais il ne faut pas oublier qu'il s'agit aussi d'une base juridique aussi. Alors, quelles sont, d'après vous, ces règles auxquelles il faut faire attention dans le cadre de la procédure de recrutement et pour bien respecter la non-discrimination? Par exemple, au niveau de l'offre d'emploi, si le choix, par exemple, d'un futur salarié est laissé à la libre appréciation de l'entreprise, c'est-à-dire une entreprise, elle va répondre à ses besoins en matière d'embauche. Tel poste, pour tel poste, on a besoin de tel niveau de compétence, de tel niveau de compétence pour assurer telle mission, etc., etc. C'est ce qu'on peut voir sur les fiches de poste. Et pour recruter et ne pas se tromper dans le recrutement, il faut qu'on puisse recruter la bonne personne à la bonne place. Et cela est laissé au libre ou à la libre appréciation de l'employeur. Mais l'employeur doit aussi respecter un certain nombre de règles lors de cette démarche de recrutement. Des règles qui vont interdire toute forme de discrimination pour promouvoir l'égalité et la diversité dans les entreprises et dans le cadre de l'emploi. Là, je vais vous donner quelques notions juridiques, mais de par l'expérience professionnelle, il faut être honnête. Est-ce qu'il n'y a pas de discrimination qui s'opère pendant les phases de recrutement? Malheureusement, il y en a. Voilà. Mais la règle de droit, elle est là pour protéger l'ensemble des candidats, peu importe de quel candidat il s'agit, du moment où il a les compétences nécessaires et le niveau d'aptitude nécessaire pour occuper le poste. En général, dans une offre d'emploi, quelles sont les mentions qu'on va voir apparaître dans l'offre d'emploi? Bien sûr, on va présenter une entreprise. Et même là, la présentation de l'entreprise est relativement réglementée. C'est juste une brève présentation et ce n'est pas un discours pour vanter le mérite de l'entreprise. D'accord? C'est plutôt un message qui va être attractif pour que les candidats aient envie d'adresser à l'entreprise en question les candidatures. Le titre du poste, il faut qu'il soit très clair. Le profil recherché, c'est-à-dire les diplômes, les niveaux des compétences, etc. Il faut désigner aussi et bien définir les missions auxquelles il faut que le candidat, il faut qu'il s'attende pour qu'il puisse occuper et honorer. Des informations complémentaires telles que le lieu géographique, s'il y a une mobilité nécessaire ou pas, la rémunération, le type de contrat, les éléments du contrat. Bien sûr, toute offre d'emploi doit impérativement être datée. Et ça, c'est une obligation. Et éventuellement, on peut rajouter sur une offre d'emploi les perspectives d'évolution. Une offre d'emploi, dans ces cas-là, peut-elle mentionner l'âge, par exemple, du candidat recherché? Qu'est-ce que vous en pensez? Les offres d'emploi publiées, peu importe le support de publication, qu'ils soient dans des journaux, dans des magazines, sur des sites internet, sur des réseaux sociaux, etc. Ça, peu importe le support, ne peuvent comporter, ces offres d'emploi ne peuvent comporter la mention d'une limite d'âge supérieure exigée du postulant à un emploi. C'est-à-dire, je ne peux pas dire recherchons un consultant 45 ans maximum. Ça, vous pouvez être sûr que l'offre d'emploi n'est pas conforme aux règles de la non-discrimination, parce qu'on considère qu'il s'agit d'une discrimination par un âge maximal qui n'est pas justifié du tout. Cette interdiction, bien sûr, ne concerne pas les offres qui vont fixer des conditions d'âge qui vont être imposées par la nature du contrat, c'est-à-dire des dispositifs légaux. Par exemple, tels que les contrats seniors, les contrats d'insertion, les contrats d'apprentissage. Vous voyez, là, si c'est le cas, ça sera en aucun cas considéré comme une discrimination liée à l'âge.
L'offre d'emploi peut-elle aussi s'adresser à un candidat de genre, de nationalité, de religion déterminée? Qu'est-ce que vous en pensez? L'offre ne peut être conditionnée ou conditionner l'accès à l'emploi à l'appartenance ou à la non-appartenance à une religion quelconque, ou à une nation, ou à une ethnie déterminée, ou encore des mœurs, ou à son appartenance syndicale, ou à son genre, etc., etc. De plus, l'offre d'emploi, dans ce sens-là, ne peut pas mentionner la situation familiale, c'est-à-dire recherchons consultant célibataire impérativement. Vous voyez, là, pareil, on est dans une illégalité parfaite. Il en est bien sûr de même en ce qui concerne le genre. Recherchons un consultant homme. Pourquoi? Les consultantes femmes ne sont pas compétentes. Là, il y a discrimination. On est d'accord. C'est pour ça, aujourd'hui, on voit sur les offres d'emploi, recherchons assistants, par exemple, de direction, hommes ou femmes, sous la forme souvent H/F, ou assistant, entre parenthèses, E, pour désigner le féminin ou le masculin. Voilà, alors, dans ce sens-là, il faut faire attention comment formuler les offres d'emploi, comment les entreprises doivent formuler les offres d'emploi. On a dit que la date est une obligation. Le titre, il faut qu'il soit sans ambiguïté, c'est-à-dire on cherche un d'assistant de direction ou une, on est d'accord. Là, c'est un poste qui est connu, reconnu. Et on ne peut pas être dans l'ambiguïté, il faut que l'offre soit très claire. L'emploi d'une langue ou de termes étrangers est-il possible? L'offre d'emploi, du moment où elle est publiée en France, c'est une offre qui doit être publiée en langue française. Toute entreprise française qui souhaite embaucher même à l'étranger, elle est tenue à publier des offres d'emploi en français, quitte à les traduire en d'autres langues. Mais sur le territoire français, les offres d'emploi sont marquées en français, sauf dans le cas où les publications sont déjà bilingues. Il y a des publications qui publient en anglais, par exemple en français. Dans ce sens-là, on peut publier l'offre en français et la faire traduire dans la partie qui est en version anglaise dans cette même publication. Quand on a des termes qui sont, par exemple, étrangers, tels qu'un terme en anglais, qui n'a pas son équivalent en français, on est tenu dans une offre d'emploi pour qu'il n'y ait pas de discrimination, l'expliquer. D'accord? Mais par exemple, un manager, même si c'est un terme qui est d'origine anglaise, un manager, il n'y a pas d'ambiguïté sur le terme manager. On n'a pas l'obligation de le traduire en français. D'accord? On n'est pas obligé de mettre responsable ou directeur selon les niveaux, selon le poste qui est pourvu. Les directeurs, par exemple, c'est ce que je disais, des publications qui sont bilingues, parce qu'on en a en France, là, dans ces cas-là, la proposition, plutôt l'offre d'emploi peut être en français en premier et traduite dans une autre langue dans un deuxième temps. J'ai reçu entre-temps une question, j'aimerais bien y répondre avant d'aller plus loin dans les explications. L'entreprise qui nous embauche a toujours l'obligation de nous former avant. Pas du tout, ce n'est pas une obligation. Ça dépend du poste, ça dépend des exigences de l'entreprise. Par exemple, on a des entreprises qui ont des process très particuliers, des procédures très particulières, et dans ce sens-là, on préfère former le futur salarié, ou plutôt le salarié, dès qu'il signe son contrat de travail, c'est-à-dire dès le premier jour. Ça peut être une semaine, ça peut être 3 jours, ça peut être 2 semaines, peu importe. Mais ça n'empêche que quand on est formé au début sur les procédures de l'entreprise, sur les techniques spécifiques, sur l'organisation de l'entreprise, la période d'essai court toujours. D'accord? On ne va pas décaler la période d'essai ou reporter la période d'essai par rapport à la formation. Mais ce n'est pas une obligation d'être formé par l'entreprise avant. Après, ça dépend des postes, ça dépend de la politique de l'entreprise, etc., etc. Donc, là, j'ai une deuxième question. Je vois qu'il y a une deuxième question. Lorsqu'on voit que les recruteurs demandent, par exemple, 1 an d'expérience, si on n'a aucune expérience, est-ce qu'on peut quand même postuler?
Alors, tout dépendra comment c'est formulé. Si on formule que c'est au minimum 1 an d'expérience d'une manière ferme, exigée, il est très délicat de se positionner. Mais si on dit d'une manière plus souple, avec 1 an d'ancienneté, il est judicieux pour un candidat qui n'a pas encore 1 an d'ancienneté de faire valoir ses diplômes et surtout s'il a eu des périodes de stage. Parce que les stages, il ne faut pas les oublier, ou les périodes de mise en pratique, ce sont des périodes de pratique, c'est-à-dire de connaissance de l'entreprise, de fonctionnement de l'entreprise, du poste occupé. Bref, lors d'un stage, on peut acquérir pas mal de compétences dites transversales. Voilà, c'est dans ce sens-là qu'il faut le regarder. Du coup, j'ai encore une question, je crois. Quelles promesses d'embauche par discrimination ils peuvent être poursuivis ou non? De telles promesses d'embauche. La question ici, elle n'est pas si claire. C'est-à-dire, quand on... je ne sais pas si vous voulez dire si on se rétracte de notre promesse d'embauche sans motif légitime, c'est ça? On doit des indemnités aux futurs salariés parce que c'est automatiquement le droit considère que le salarié a subi un préjudice. Je ne sais pas si c'est ça la question. Oui, l'employeur est redevable au salarié, même s'il n'est pas encore, il n'a pas exécuté son contrat de travail, mais on considère qu'il y a contrat parce qu'il y a eu promesse d'embauche et selon le préjudice subi, l'employeur lui doit des dommages-intérêts et lui doit des indemnités de préavis de licenciement, même s'il n'a pas exécuté encore son contrat de travail. Mais s'il a des motifs légitimes, s'il y a une grande difficulté économique ou des pertes de contrats énormes au niveau commercial et qui sont venus pour déstabiliser l'entreprise, on va considérer qu'il s'agit d'une cause légitime. Et là, on ne peut pas demander à l'employeur d'indemniser ou de réparer le préjudice aux salariés. Je ne sais pas si c'était ça la question. Voilà. Alors du coup, je complète. Bien évidemment, c'est important de dire que le texte de l'offre d'emploi, il faut qu'il soit en français et il faut qu'il soit compris par les futurs candidats. Sinon, on peut considérer qu'il y a discrimination. L'offre d'emploi doit être datée. Bien évidemment, l'offre d'emploi doit être datée. Et malheureusement, si on regarde un petit peu à la loupe et de près, on voit circuler, et de plus en plus aujourd'hui sur le net, des offres d'emploi sur lesquelles on oublie la date. Et là, voilà. Pourtant, il s'agit d'une obligation. Un candidat peut-il avoir connaissance des méthodes de recrutement utilisées? Je l'ai bien expliqué lors du questionnaire d'embauche. La procédure de recrutement, on est tenu, d'accord, à expliquer aux candidats les étape par étape, les méthodes de recrutement. Est-ce que le candidat, il aura des tests à passer? Est-ce qu'il aura 1, 2 ou 3 entretiens? Quel est l'entretien après lequel on va prendre la décision? Combien de délais on va s'accorder pour la prise de décision? Voilà, toutes ces informations-là, ce ne sont pas des informations ni taboues, ni secrètes. Au contraire, il faut qu'on soit dans une démarche la plus transparente possible. Lors du recrutement, quelles sont les informations qui peuvent être demandées aux candidats? Et là, c'est une question de non, bien sûr, discrimination, mais qui va compléter des informations qu'on a communiquées au niveau du questionnaire d'embauche. Quelle que soit la forme sous laquelle ces questions sont posées, qu'elles soient une forme écrite sur questionnaire d'embauche ou une forme orale, les informations doivent avoir pour un seul but d'apprécier, c'est-à-dire d'évaluer la capacité du candidat à occuper l'emploi qu'on va lui proposer et qu'il ait bien sûr les aptitudes professionnelles nécessaires. Ces questions doivent être, ou plutôt doivent avoir un lien étroit et direct et nécessaire avec l'emploi proposé. L'employeur, dans ces cas-là, ne saurait demander des renseignements portant sur la vie privée et d'une manière obligatoire, c'est-à-dire on doit répondre d'une manière obligatoire, ou sur l'appartenance syndicale ou religieuse,
ou ses croyances au candidat. Par contre, il peut s'informer sur de la possession par l'intéressé, par exemple du permis de conduire, sur des postes bien spécifiques. Imaginons qu'il s'agira d'un poste de technico-commercial ou d'un commercial ou d'un directeur commercial, etc. Vous pouvez imaginer la mobilité est importante et il sera amené à conduire, c'est-à-dire à prendre peut-être des voitures de fonction, de service selon les entreprises, ou sa propre voiture moyennant indemnisation. Et dans ces cas-là, ce genre de questions ne sont en aucun cas considérées comme discriminatoires. Pourquoi? Parce que dans ce sens-là, on préserve l'intérêt de l'entreprise et on ne met pas surtout en danger le salarié. Bien sûr, à prendre les transports, il va être en retard, etc., etc. Est-ce que la graphologie ou l'astrologie, ce sont des méthodes qui sont autorisées ou prohibées, interdites par la règle de droit? Ben non, le droit ne les interdit pas. La validité par contre scientifique de ces méthodes-là, c'est-à-dire à savoir la graphologie et l'astrologie, reste malgré tout, même malgré toutes les avancées qu'on a menées, reste quand même douteuse, c'est-à-dire que ce n'est pas une science exacte. Elle tente bien sûr à une recherche sur la personnalité du candidat et bien sûr non pas sur ses aptitudes professionnelles. La personne qui s'estime lésée par de tels procédés peut saisir les juges. Et normalement, de tels tests, ou dans ce cas-là, si une analyse par exemple graphologique ou astrologique sont réalisées à l'insu du candidat et qui fondent le refus de l'employeur de les embaucher, bien sûr, ça peut constituer un motif de discrimination majeure. Mais bien sûr, en matière de droit, il faut toujours apporter la preuve. Ça, il ne faut pas l'oublier. Avant de continuer, là, je vois qu'il y a aussi des questions. Je vais essayer d'y répondre avant de procéder à la suite. Est-ce que un abandon de poste a une conséquence sur notre prochain poste? Alors, juridiquement parlant, non. Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Avant tout et après tout, la relation salarié-employeur, c'est une relation de deux parties qui sont accordées sur un contrat. C'est-à-dire, c'est une relation qui est liée par des règles de droit, mais au-delà de tout ça, c'est une règle de courtoisie mutuelle. Le nouvel employeur, rien ne l'empêche d'appeler l'ancien employeur pour demander qu'en pense-t-il de ce candidat ou de cette candidate. Est-ce qu'elle était à la hauteur? Quelles étaient ses aptitudes professionnelles, c'est-à-dire la rigueur, le travail, le respect de travail en commun, de travailler ensemble, vis-à-vis de la hiérarchie, etc., etc. Imaginons que le candidat en question, il a fait un abandon de poste, ça peut lui apporter préjudice et on peut exclure sa candidature parce qu'on dit il s'est pas comporté d'une manière professionnelle avec notre entreprise, qui est-ce qui nous garantit qu'avec notre entreprise ce sera pas de même. Alors c'est au-delà de la règle de droit, c'est une règle de courtoisie d'un professionnel à un autre professionnel. Après, chaque situation doit être étudiée d'une manière particulière et précise. Chaque cas est un cas très spécifique. J'ai une autre question. Si on n'a pas d'expérience, mais le diplôme pour postuler à l'offre, peut-on postuler quand même à celle-ci? Moi, j'ai tendance à vous dire oui. Il faut vraiment rendre votre dossier de candidature très attractif. Il faut montrer votre ambition d'apprendre et d'évoluer, etc., etc. Ça, je crois que cette question est liée à la question d'un an d'expérience. Si vous avez un minimum de stage ou d'expérience autre que dans ce domaine, ça peut être toujours utile. Il faut les faire valoir. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à cette question comme vous l'auriez souhaité. Je continue et je finis sur la discrimination. Quels sont les motifs de discrimination qui sont interdits, bien sûr, dans la démarche de la procédure de recrutement? Toute question ou toute non-retenue du salarié
qu'on va écarter ou qu'on va exclure sur des motifs qui ne sont pas des motifs professionnels. Exemple, son origine, son genre, les mœurs auxquelles il appartient, l'orientation sexuelle, l'âge, on l'a dit, on l'a précisé, la situation de famille ou voire de grossesse, l'appartenance ou non à une ethnie, à une nation, à une opinion, à des opinions politiques, etc., ou à un parti politique, les activités syndicales ou pas, les convictions religieuses, l'appartenance ou l'apparence physique. C'est-à-dire, en d'autres termes, dans le cadre de la procédure de recrutement, la physiopsychologie est strictement interdite. C'est-à-dire, c'est quoi la physiopsychologie? C'est le fait de dire, il a un visage rond, alors ok, il a un visage carré, ses épaules sont larges, le manteau, etc. Ça, ce sont des méthodes de recrutement qui sont interdites, alors auxquelles il faut faire attention. L'état de santé ou l'handicap de la personne, mais si l'état de santé ou l'handicap de la personne sur un poste donné peut lui apporter préjudice et mettre sa vie en danger ou sa santé en danger, là, si on exclut le candidat, ce n'est plus considéré comme discriminatoire. D'accord ? Et ça, il faut faire attention. L'âge aussi, ce sont des motifs qui sont interdits et voilà les motifs pour lesquels il est interdit de se baser sur ces critères-là pour dire on intègre le salarié, on l'embauche ou on exclut sa candidature. Tout ça, c'est strictement interdit. Voilà les informations qui sont relatives à la non-discrimination dans le cadre de la procédure d'embauche. Et là, je vais essayer, j'espère que vous allez le voir mieux que le premier QCM. Je vais projeter le QCM pendant 1 minute et après, je reprendrai la main pour le commenter avec vous. Je vais lire les questions et on va les commenter ensemble. La première question, une offre d'emploi doit être rédigée en français, vrai ou faux? Bien sûr, c'est vrai. Les offres d'emploi doivent être rédigées en français. Une offre d'emploi, la deuxième question, une offre d'emploi peut mentionner l'appartenance syndicale des candidats, vrai ou faux? Bien sûr, c'est faux. On a dit que s'il s'agit d'une source de discrimination. En ce qui concerne la troisième question, l'offre d'emploi n'est pas obligatoirement datée. Ce n'est pas vrai, on l'a dit, hein, c'est faux. L'offre d'emploi doit être impérativement datée. La quatrième question, l'offre d'emploi doit comporter le titre du poste, vrai ou faux? Vrai. La cinquième question, l'employeur est autorisé à se renseigner sur l'éventualité d'une clause de non-concurrence liant le candidat à son entreprise précédente. C'est vrai, c'est une obligation qui se renseigne pour être sûr que le candidat est libre de tout attachement ou tout engagement vis-à-vis d'une entreprise précédente. La sixième question, les différences de traitement sont admises dans le cadre de l'âge et l'état de santé et le genre. Oui, l'âge, parce qu'on a vu que les contrats seniors, par exemple, ou les contrats d'insertion d'apprentissage, ils ont on peut mettre en place l'âge. L'état de santé, du moment où l'état de santé, c'est pour préserver la santé ou voire la vie et ne pas mettre en danger le futur salarié, ce n'est pas prohibé, ce n'est pas interdit, ce n'est pas discriminatoire. Et le genre, par exemple, il s'agit d'une offre d'emploi pour une œuvre cinématographique et si on a besoin d'un figurant femme, on ne peut pas dire homme ou femme si on a besoin d'une actrice. Alors, voilà, il y a des cas très spécifiques où le traitement, la différence de traitement n'est pas systématiquement discriminatoire. La septième question, les mœurs et les opinions politiques sont des motifs de discrimination et qui sont interdits. Vrai, ça c'est vrai, il n'y a pas d'exception. La huitième et dernière question, la graphologie et l'astrologie sont des pratiques qui sont interdites
par la règle de droit dans la procédure de recrutement. Non, c'est faux. On a dit que ce n'est pas interdit, mais par contre, elles sont très bien encadrées, hein. On ne peut pas se baser sur les résultats de la graphologie pour exclure un candidat. On est tenu pour tout candidat à qui on fait passer un test de graphologie. S'il souhaite qu'on lui transmette les résultats, il faut que l'entreprise puisse lui transmettre les résultats. Voilà, c'était la fin du QCM. Je vous félicite tous, j'ai d'excellentes réponses et je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Très bonne soirée à vous tous. Au revoir.